Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de mes lectures pour la rentrée littéraire de 2019. De base, je voulais pas forcément la faire tout de suite ma vidéo puisque j'ai encore 3 lectures en cours sur la rentrée littéraire et puis je me suis dit que cette vidéo allait déjà être assez longue, donc si je rajoutais encore 3 romans, elle serait interminable. Donc j'ai décidé de la scinder en 2 et les 3 dernières lectures que je fais actuellement pour la rentrée littéraire, j'en parlerai certainement au courant du mois de novembre. Mais là je vais déjà vous présenter 4 livres, à savoir que cette année la rentrée littéraire m'a donné très envie, hein. Il y a eu beaucoup de romans, je crois que cette année il y avait 560 livres publiés entre mi-août et fin septembre, début octobre. Donc il y a beaucoup de livres qui sortent, hein, et quand j'ai fait un petit peu le tour des romans qui allaient sortir, j'ai eu envie de lire un peu toutes les sorties, hein, mais humainement c'est impossible, hein, de lire 560 livres. Donc je me suis concentrée sur ceux qui m'intéressaient le plus et que j'ai réussi aussi à trouver en occasion sur le site de Gilbert Joseph. J'ai été très surprise d'ailleurs de pouvoir en trouver dès mi-septembre. En fait j'ai réussi à en trouver en occasion et j'étais très surprise mais en même temps très contente puisque comme ça j'ai pu m'en procurer quelques-uns. Le premier livre que j'ai lu dans le cadre de la rentrée littéraire 2019 est Avoue que tu en meurs d'envie de Christine Roupénian, j'arrive jamais à me souvenir de son nom, publié aux éditions Nil. C'est un recueil de nouvelles où l'autrice va nous inviter à avoir des réflexions par rapport aux relations humaines que l'on peut avoir, et toutes les nouvelles ont un lien avec les relations, que ce soit les relations amoureuses, les relations humaines, les relations amicales, enfin voilà, les relations familiales aussi. Donc c'est tout un cheminement sur la relation que l'on peut avoir avec les autres et on peut voir aussi un peu la noirceur de ces relations avec certaines nouvelles qui sont, ma foi, un peu glauques quand même. En général, j'aime bien les recueils de nouvelles puisque ça permet d'avoir plein de petites histoires et la construction des nouvelles me plaît énormément puisque c'est une histoire assez courte et en plus il y a un climax qui arrive assez vite et en général on arrête sur le climax. Et je n'en démords pas avec Avoue que tu en meurs d'envie puisque j'ai bien aimé ce recueil de nouvelles que j'ai eu d'ailleurs par le biais de Ned Galleg. Donc je l'ai eu par ce biais et j'ai lu assez vite. Je crois qu'il m'a fallu à peu près une semaine à peu près pour tout lire parce qu'il y avait certaines nouvelles qui me plaisaient un peu moins que d'autres évidemment. Mais j'ai bien aimé ce recueil de nouvelles. Alors au niveau des nouvelles qui m'ont plu, il y a la première où, je crois que la première fait très sensation d'ailleurs au niveau des lecteurs, la première nouvelle qui est l'histoire d'un homme qui sort d'une relation toxique avec une femme et en fait il va se faire loger par un couple d'amis qui vont l'entraîner eux aussi dans une relation encore plus toxique je crois que la relation qu'il avait avec son ex. La deuxième nouvelle qui est l'histoire d'une jeune fille qui va rencontrer un mec très bizarre dans le skatepark de sa ville et qui va lui proposer quelque chose de très bizarre et il va se passer quelque chose qui pourrait être en rapport avec ce mec mais on sait pas trop. J'ai vraiment bien aimé celle-là. Une que j'ai trouvée des plus bizarres c'est celle avec l'anniversaire. Voilà. C'est l'anniversaire d'une jeune fille je crois et elle fait un vœu et ce vœu se réalise et ce vœu est extrêmement ignoble. Donc ça a été une de celles qui m'a le plus perturbée je pense. Et une que je trouvais très bizarre mais au final qui fait partie de mes préférés, c'est un espèce de conte de fées avec une princesse qui est incapable de se choisir un prétendant malgré le fait qu'il y ait un nombre incalculable de prétendants qui viennent au château pour devenir son mari. Sauf que elle est incapable de tomber amoureuse de l'un d'entre eux, d'en choisir un, elle en est incapable. Et en fait le roi, la reine et le gouvernant je crois, enfin je sais plus quel terme elle utilise, vont faire un subterfuge à la princesse pour voir si ce qu'ils pensent est vrai et je vous laisserai découvrir ce qu'est ce subterfuge. Il y a aussi une nouvelle qui m'avait assez marquée, je viens de m'en souvenir en fait, c'est l'histoire d'un mec qui vit en fait dans un motel, dans un motel il me semble, et une femme va l'inviter à ce qu'ils couchent ensemble, et elle va lui demander des trucs assez bizarres pour cette relation sexuelle et elle m'avait aussi un peu perturbée celle-là, je dois l'avouer. Voilà, je vais pas forcément trop m'étendre là-dessus puisque un recueil de nouvelles c'est un peu compliqué d'en faire la critique, mais en tout cas j'ai vraiment bien aimé ce recueil de nouvelles. Donc je vous invite à le lire si jamais il vous faisait déjà envie.
Je vous invite vraiment à le lire parce qu'il est vraiment intéressant. Ensuite, ma deuxième lecture que j'ai fait pour la rentrée littéraire de 2019, c'est Louvre de Jocelyn Guillois, publié aux éditions du Seuil. Il fait partie de mes préférés. Voilà, il fait partie de mes romans préférés. Alors, ce roman est découpé en 3 parties, puisque l'auteur a décidé de faire en sorte qu'il y ait 3 femmes qui tiennent toutes un journal intime, enfin, ce qu'on peut assimiler à un journal intime, puisque chaque partie est du point de vue de l'une ou l'autre. Et la particularité de ces 3 femmes, c'est qu'elles vont s'articuler autour d'un même homme et autour d'un même événement historique. Nous avons tout d'abord Marcelle Jaujard, qui est la femme de Jacques Jaujard, qui était le directeur du musée du Louvre à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Donc là, on se place un peu avant l'invasion des Allemands, et en fait, Jacques Jaujard a pris la décision de faire, de prendre les œuvres d'art et de les évacuer pour éviter que les Allemands ne tombent dessus et n'en fassent n'importe quoi, les brûlent si c'était des œuvres de juifs, etc. Et on va suivre Marcelle qui va du coup être d'accord avec ce que fait son mari, et sa particularité à elle, c'est qu'elle n'arrive pas à enfanter, et c'est un grand drame pour elle puisque elle veut être une mère, elle veut enfanter, mais elle n'y arrive pas. Et on va suivre du coup son cheminement de pensée, tout ce qu'elle fait en fait pour se donner du courage entre guillemets, et comment elle arrive à s'identifier aux œuvres d'art pour essayer d'extérioriser un peu sa peine. Nous avons ensuite Carmen qui est aux alentours de 13-14 ans, il me semble qu'elle va avoir ses 14 ans en août, en l'année 41 je crois. Et elle est la nièce ou la filleule de Jacques Jaujard, et du coup elle va habiter au château de Chambord où les œuvres ont vraiment été stockées pendant un temps, justement quand elles ont été exportées du musée du Louvre. Et elle, sa particularité, c'est que elle voit son corps se transformer, donc elle est en pleine puberté, mais elle n'a toujours pas ses règles. Donc là aussi, elle va utiliser les œuvres d'art pour essayer d'exprimer un peu tout ce qu'elle ressent par rapport à son changement de corps, à sa poitrine qui se forme, à ses hanches qui se forment, et au fait qu'elle n'ait pas ses règles. Et enfin nous allons suivre Jeanne, qui est une femme qui fait partie de la résistance et qui est justement sur l'enquête des œuvres d'art, puisqu'ils savent que les œuvres d'art ne sont plus au Louvre, et du coup elle va s'infiltrer au Louvre pour contacter Jacques Jaujard et voir ce qu'ils peuvent faire pour sauver les œuvres d'art. Et sa particularité à elle au niveau de son corps, c'est qu'elle vient d'avorter à une époque où l'avortement n'était absolument pas légal. Avec Jeanne, on va plutôt suivre sa quête par rapport aux œuvres d'art et à son amour qu'elle va commencer à ressentir pour Jacques Jaujard. J'ai vraiment trouvé ce roman hyper intéressant. Ça m'a donné aussi des détails par rapport à cet événement historique où le directeur du Louvre a fait exporter les œuvres d'art, et en tout cas a tout fait pour que les Allemands ne tombent pas dessus, en tout cas pour la plupart. Et j'ai vraiment trouvé ça intéressant. La plume de Jocelyn Guillois est vraiment très intéressante et vraiment très jolie. Elle m'a énormément touchée, surtout du point de vue de Marcelle, puisque c'est une femme qui m'a énormément touchée dans sa peine et dans sa peine et dans sa douleur de ne pas pouvoir enfanter. Et quand elle va regarder les œuvres, les Vierges à l'enfant notamment, c'est vraiment très touchant. J'ai vraiment été très touchée par le point de vue de Marcelle, et j'ai versé quelques petites larmes, hein, je ne vais pas vous le cacher. J'ai vraiment trouvé la plume extrêmement bien écrite, et il y a aussi ce que j'ai aimé aussi, c'est que ce n'est pas juste une œuvre pour parler du bien fondé de cet acte que Jacques Jaujard a eu, mais on va parler aussi, c'est surtout dans le point de vue de Carmen, on va s'interroger aussi, alors pas très longtemps, mais on va quand même, il y a quand même un point qui est donné à cette version de l'histoire, du fait que la plupart des œuvres d'art qui sont au Louvre sont du fait des colonies, sont du fait de la domination des Blancs sur les autres, sur les colonies et sur d'autres peuples qu'ils ont pu vaincre par la guerre, et ils ont récupéré leurs œuvres d'art comme punition. Donc il y a un personnage dans le point de vue de Carmen qui va lancer cette pique-là. J'ai trouvé ça intéressant. Après, c'est pas forcément très développé, c'est juste un monologue de ce personnage. J'ai trouvé ça intéressant qu'il y ait cette petite pique. Après, c'était pas forcément ultra développé, mais j'ai apprécié qu'il y ait cette pique là quand même. Et j'ai eu peur à un moment donné, je dois vous avouer, que Carmen soit trop sexualisée, puisque on parle d'une jeune fille de 14 ans qui découvre son corps qui change au niveau de la puberté, donc qu'elle devient une femme, mais
j'ai trouvé que ça allait. Alors ça pourra peut-être déranger certaines, mais il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de descriptions en fait de son corps qui change, etc. Enfin, j'ai pas eu l'impression que ce soit sexualisé. J'ai eu très peur de ça. J'ai vraiment fait attention. Ça ne m'a pas dérangé. Il n'y a pas eu de scène où je me suis dit là ça va trop loin. C'est quand même une description du corps qui change, qui est vraiment très beau et qui est très bien décrit, mais il n'y a pas ce côté sexualité comme j'ai eu peur qu'il y ait. Donc c'est un roman que j'ai vraiment beaucoup apprécié au niveau de sa plume, au niveau des faits historiques qui y sont dépeints, puisque Jacques Jojard a réellement existé et Jeanne a également réellement existé. Pour les deux autres, je suis moins sûre. Enfin, pour Marcel, oui, Jacques Jojard était marié au moment de la Seconde Guerre mondiale avant de rencontrer Jeanne, mais on ne sait pas si elle s'appelle Marcel. Enfin, en tout cas, j'ai pas vu d'informations indiquant que c'était vrai ou faux. Niveau historique, il est vraiment très bien fait et l'auteur arrive à jouer avec l'histoire tout en respectant les grandes dates et les grandes lignes de l'histoire. Donc j'ai vraiment bien aimé ce roman, j'ai vraiment été touchée par le style et par les personnages aussi globalement. Ensuite, nous allons parler de Une joie féroce de Serge Chalandon, publié aux éditions Grasset. C'est l'histoire de Jeanne, qui est une libraire parisienne qui a un tempérament assez effacé. Elle se met pas forcément en avant et elle est plus du genre à fuir les conflits plutôt que de les déclencher. Et son couple bat de l'aile depuis la mort de leur enfant. Son mari n'est plus forcément très présent pour elle et il est assez distant par rapport à elle, ce qui la fait souffrir. Sauf que le sort va s'acharner sur Jeanne puisque elle va sentir un point en fait dans sa poitrine et elle va faire des examens et le couperet tombe, elle a le cancer du sein. Donc ce qui veut dire chimiothérapie, ce qui veut dire thérapie globalement et souffrance, douleur. Et Jeanne va avoir énormément de mal à l'accepter, son mari encore plus, hein, puisque c'est un connard, donc autant le faire encore plus connard qu'il ne l'est déjà au début, hein. Non, j'ai pas du tout aimé le personnage du mari, hein. J'avais envie de rentrer dans le roman et de lui foutre des baffes. Et encore, je suis gentille par rapport à foutre des baffes. Je pense que j'aurais pu aller plus loin. Et lors d'une de ces séances de chimiothérapie, elle va rencontrer Brigitte qui, comme elle, a un cancer, mais qui, contrairement à elle, l'assume et porte tête nue par exemple, et est rayonnante. Elle est rayonnante malgré le fait qu'elle ait un cancer, et Jeanne au début n'est absolument pas dans cette conception-là, elle est en mode... Elle personnalise son cancer comme un camélia et c'est une relation assez toxique qui commence à se former entre son cancer et elle, mais Brigitte va venir dépoussiérer tout ça et va lui dire qu'elle est capable de vivre malgré le fait qu'elle a un cancer. Jeanne va donc être intégrée au groupe de Brigitte qui compte 3 femmes, 2 d'entre elles sont malades et en fait elle va tellement s'intégrer dans ce groupe qu'elle va potentiellement accepter de faire un braquage d'une bijouterie. Qu'est-ce que j'ai aimé ce roman. Qu'est-ce que j'ai aimé ce roman. Alors, il y a des personnes, sur Babelio notamment, qui disaient que c'était genre le roman feel good. C'est sûr qu'on est un peu dans la thématique du roman feel good classique, de la femme qui a un cancer, qui a du mal à se relever et qui du coup va trouver quelqu'un qui va lui montrer le bon côté de la vie. Je peux comprendre cette critique, même si je la trouve quand même assez je la trouve pas sympa en fait, parce que j'ai l'impression que c'est pour rabaisser ce roman, alors que j'ai vraiment trouvé ce roman très bien, très joliment écrit. J'ai trouvé cette critique hyper élitiste en fait, alors que ce roman il est vraiment chouette. Il y a pas mal de romans feel good où je suis un peu sceptique par rapport aux thématiques ou quoi, mais je pars du principe qu'à partir du moment où un livre vous fait sentir bien, je vois pas en quoi il faudrait le rabaisser par rapport à la littérature blanche ou quoi. Enfin c'est un truc qui m'énerve. Pour revenir vraiment sur mon avis sur Une joie féroce, et pas forcément que faire la critique de l'élitisme, hein, puisque là je pourrais en parler pendant des heures. Franchement, Une joie féroce, j'ai vraiment été très touchée par l'histoire de Jeanne. J'ai vraiment été touchée par sa douleur, par sa détresse, du fait qu'elle a un cancer, mais en plus qu'elle est un mari connard. Hein, je n'en démordrai pas. Ce type est un con. Voilà, je peux pas le supporter. Et le personnage solaire de ce roman, Brigitte, évidemment que j'ai été touchée par Brigitte, c'est vraiment une femme très solaire qui arrive à voir le côté positif dans les moments difficiles et surtout qui assume le fait qu'elle a un cancer et qui dit que c'est pas de sa faute en fait. La plume de Serge Chalandon m'a énormément touchée et elle est vraiment très jolie, que ce soit dans la détresse de Jeanne ou que ce soit dans ces moments de réflexion. J'ai vraiment trouvé que c'était une très belle plume et ça m'a donné envie, comme vous avez pu le voir dans une de mes anciennes vidéos il y a à peu près un mois
crois, quelque chose comme ça, j'ai pris un autre livre de Saoirse Chalondon parce que j'ai vraiment été touchée par sa plume et j'ai envie d'en découvrir un peu plus sur lui et sur les thématiques qu'il a pu aborder dans ses autres romans. Donc Une joie féroce est vraiment une pépite. Voilà, c'est vraiment le roman de la bonne humeur, le roman positif au possible, malgré le fait qu'il aborde des sujets hyper graves, que ce soit le cancer, mais également le fait qu'il y ait des femmes qui aient été rasées après la Seconde Guerre mondiale, parce que voilà, elles ont couché avec des Allemands. Et il y a un lien qui se fait entre eux et ça prouve encore plus le poids que peut se mettre les femmes sur les épaules. Et j'ai vraiment trouvé ça très beau, très bien amené, et l'amitié entre ces 4 femmes est vraiment très jolie, et voilà. Et le moment où elles vont braquer une bijouterie, j'ai vraiment trouvé ça excellent, et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Et la dernière lecture que j'aimerais vous présenter, c'est Une fille sans histoire de Constance Rivière, publiée aux éditions Stock. Là, on est sur une toute autre thématique, mais avec une femme en héroïne principale, mais qui n'est pas forcément le genre de personnage qu'on aimerait suivre tout le temps. Je m'explique. Adèle est dans son appartement, dans son petit appartement parisien, et le 13 novembre 2015, elle est près du Bataclan et elle se rend compte de ce qui se passe et qu'il y a une attaque au niveau du Bataclan et qu'il y a certainement eu des attaques bien avant le Bataclan. Et dès le lendemain, elle va voir dans la liste des victimes du Bataclan qu'il y a un étudiant des Beaux-Arts qu'elle croisait souvent dans le bar où elle travaillait à l'époque. Elle n'y travaille plus et elle ne sait pas forcément pourquoi, mais elle va aller dans un des centres qui répertorie justement les victimes pour que les familles des victimes soient prises en charge, et elle va se faire passer pour la petite amie de cet étudiant des Beaux-Arts, alors qu'elle ne lui a jamais parlé. Tout ce qu'elle sait de lui, c'est qu'il étudie aux Beaux-Arts, elle lui a volé quelques-uns de ses dessins quand il était au bar, et c'est tout ce qu'elle sait de lui. C'est absolument tout ce qu'elle sait de lui, et elle va donc se faire passer pour sa petite amie et rencontrer la famille, donc qui est une famille italienne, et ses parents vont venir pour attester du fait que c'est bien une victime. Adèle va mettre un point d'honneur à vraiment se faire passer pour la petite amie de cet étudiant, et encore plus pour rentrer dans les associations, pour se battre pour les indemnités des victimes, de la famille, des familles des victimes, je vais y arriver. Et on va la suivre du coup pendant un an et demi, quelque chose comme ça, et on va suivre toute sa mythomanie, puisqu'on peut vraiment parler de mythomanie à ce niveau-là, je pense. Donc on a le point de vue d'Adèle dans un point de vue externe, et on a également le témoignage des personnes qui ont gravité autour d'elle, donc la mère de l'étudiant, un gars qui travaillait dans justement pour aider les familles des victimes à surmonter la douleur et le deuil, et on va du coup la suivre dans sa quête d'existence, puisque c'est ça le point d'honneur de ce roman, j'ai trouvé, c'est que Adèle se recherche une existence. C'est une pauvre fille qui travaille dans les bars, qui a des petits boulots, qui n'a jamais fait d'études, qui n'a pas l'impression d'exister. Et en fait, au moment de l'attaque du Bataclan, elle va s'embourber dans ses propres mensonges parce qu'elle a l'impression, pour la première fois, d'exister. Ce qu'elle fait est grave, Je ne cautionne absolument pas se faire passer pour une victime alors qu'elle ne connaissait absolument pas cet étudiant, c'est juste abominable, c'est quelque chose d'ignoble, et ça va lui retomber dessus, dans le roman bien évidemment. Mais le fait est que Adèle est un personnage qui n'a pas l'impression d'exister, et ça m'a donné une petite pitié en fait pour elle. Disons qu'elle a une excuse pour se faire passer pour la petite amie de cet étudiant, mais que cette excuse n'est absolument pas valable, parce qu'on ne vole pas comme ça la détresse des vraies victimes. Toutes les victimes de cette soirée, on ne peut pas voler leur souffrance en fait, et elle s'est appropriée leur souffrance pour se trouver un moyen d'exister. J'ai trouvé ça assez touchant, parce que voilà, cette fille, elle se recherchait juste une existence, elle se recherchait juste un point d'ancrage pour exister, mais elle le fait d'une atroce manière, et comme dit, ça va lui retomber dessus, ne pensez pas qu'elle s'en sort. J'ai trouvé ça intéressant qu'on me montre son point de vue à elle, et du coup
on va aussi prendre les points de vue des autres témoins, comme je vous disais, pour vraiment montrer que bah c'est pas bien ce qu'elle fait. La construction du roman fait que on a de la pitié pour Adèle, mais on sait que c'est pas bien ce qu'elle fait, puisqu'on a les autres témoignages qui viennent appuyer là-dessus que c'est pas bien ce qu'elle fait et que bah elle a causé de la souffrance à beaucoup de personnes, notamment aux parents de cet étudiant qui se sont fait embourber dans cette histoire malgré eux et qui s'en sortent difficilement, qui font leur deuil d'une manière particulière, très particulière, puisque Adèle va s'accaparer leur souffrance et va absolument tout faire pour les aider, enfin de ce qu'elle dit. Je dirais pas que c'est un ovni, parce que on a souvent des livres comme ça qui nous montrent le point de vue du méchant ou de l'antagoniste, en tout cas de l'histoire. J'ai quand même trouvé ça hyper intéressant. La plume ne m'a pas forcément très touchée, malheureusement. Il y a quelques passages assez beaux, mais j'ai trouvé que parfois c'était un peu long, que la construction des phrases était parfois un peu longue, donc j'ai trouvé ça un peu dommage. Mais la construction d'Adèle est vraiment très intéressante à suivre. La construction de l'histoire aussi est très intéressante. J'ai trouvé que c'était un bon roman parce que elle m'a sorti un peu de ma zone de confort. Je vous invite à le lire si vous avez envie de lire le point de vue de l'antagoniste de l'histoire pour une fois. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire quels sont les livres de la rentrée littéraire que vous avez lus ou qui vous font envie. Est-ce que un de ceux que je vous ai présentés vous faisait envie ou est-ce que vous l'avez lu? Enfin bref, qu'on aille discuter en commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.